Bonsoir. Ça va? Sekundkę. Myślę, że możemy zacząć. Szanowni Państwo, z ogromną radością i też nieukrywanym wzruszeniem witam Państwa na trzeciej edycji programu Fluvolution. Chociaż to już po raz 7 w Gdańsku gościmy wybitnych przedstawicieli literatury francuskiej. W tym roku mamy ogromną radość i honor spotkać się z Marie-Hélène Lafon. Proszę Państwa, przez tyle lat udało nam się stworzyć rodzaj wspólnoty. Mamy 18 stowarzyszonych europejskich uniwersytetów. W tym roku 17 z nich brało udział w projekcie. To są uniwersytety z Polski, z Francji i z Austrii. Ale to nie tylko uniwersytety, ale również instytucje nasze tutaj lokalne, które pomagają nam tworzyć projekt Fluvolution. Tak sobie pomyślałam, przepraszam, może słuchawki dla pani Marie-Hélène można było przynieść. Bo tutaj taki piękny dyskurs prowadzę i pani nie słyszy. Także instytucji, które tworzą z nami tą wspólnotę, jest bardzo wiele. Tak jak Państwo widzą, patronat honorowy nad projektem objęły 3 miasta, 3 prezydentki Sopotu, Gdańska i Gdyni, jak również marszałek województwa pomorskiego. Instytut francuski, Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego, Instytut Kultury Miejskiej, Konsulat Kultury, lepetitjournal.com, rezydencja Celestin. To są wszystko nie instytucje, ale też ludzie. Instytucje i ludzie, którzy pomagają nam tworzyć to wspaniałe wydarzenie, jakim jest Fluvolution. I tutaj chciałabym bardzo serdecznie przywitać osoby, które są dzisiaj z nami obecne. Pana Mathieu Osmond, attaché do spraw współpracy uniwersyteckiej i naukowej. Pana Alain Monpère, konsula honorowego Francji. Pana Maxa Kieturakisa, przewodniczącego Komisji Kultury Rady Miasta Gdańska. Pana Nicolas Magnon, dyrektora Alliance Française w Gdańsku. To też instytucja, z którą się mocno przyjaźnimy. Pana Marka Mosakowskiego, dyrektora Instytutu Filologii Romańskiej Uniwersytetu Gdańskiego. Panią Katarzynę Korzeniewską, dyrektorkę Konsulatu Kultury w Gdyni. I mam nadzieję, że o nikim nie zapomniałam. Serdecznie wszystkich witam, wszystkich razem i każdego osobno. Proszę Państwa, wedle planów teraz miała nastąpić lektura fragmentów powieści Marie-Hélène Lafon przeczytanych przez aktorkę Comédie Française Françoise Gillard. Niestety Françoise Gillard nie mogła przyjechać do Gdańska z powodów zdrowotnych. Ale chcielibyśmy Państwu zaproponować coś, co trochę odzwierciedla ideę naszego projektu. To znaczy lekturę tych fragmentów przez studentów z 3 krajów, które biorą udział w projekcie. Będzie to Amelia z Uniwersytetu Gdańskiego, Vanessa z Uniwersytetu Nanterre, Jonas, Leonardo i Emilia z Uniwersytetu w Wiedniu. I za chwilę pozwolę sobie oddać tutaj mikrofon młodszym koleżankom i kolegom.
Proszę Państwa, człowiek to jest w zasadzie jedyna istota, która posiada zdolność czytania, to znaczy rozszyfrowywania druku i na podstawie tego druku wyobrażania sobie historii, które budzą emocje, które wzruszają, które mogą bawić, które mogą też budzić strach. Ale jak spojrzymy na to trochę inaczej, to jeżeli przestajemy czytać, to przestajemy być ludźmi. Tak więc czytajmy. Vive la littérature. Zapraszam Amelię. Il dort sur le banc. Elle ne bouge pas. Son corps est vissé sur la chaise. Les filles et Gilles sont dans la cour. Ils sont sortis aussitôt après avoir mangé. Ils savent qu'il ne faut pas faire de bruit quand il dort sur le banc. Claire a refermé derrière elle les deux portes, celle de la cuisine et celle du couloir. La table n'est pas débarrassée. Elle s'en occupera plus tard, quand il aura fini la sieste. Une lessive sèche dans le jardin. Nicole l'a écartée sur le fil avant de partir. Il faudra ramasser tout le linge, repasser, ranger, préparer les vêtements des enfants pour demain matin, les leurs aussi, et cirer les chaussures. Elle est contente de descendre chez ses parents. Elle voudrait être contente. On sera chez elle, de son côté. On pourra rire et parler fort. Il n'aura pas le dessus. Chez elle, il n'a pas le dessus. Il mange et il se tait. Dans 3 semaines, le 30 juin, elle aura 30 ans. 30 ans, 3 enfants, Isabelle, Claire et Gilles. 2 filles et un garçon. 7, 5 et 4 ans. Une ferme, une belle ferme, 33 hectares, une grande maison, 27 vaches, un tracteur, un vacher, un commis, une bonne, une voiture, le permis de conduire. Heureusement, elle a le permis de conduire. Sa mère a eu raison d'insister pour qu'elle le passe. Isabelle, Claire, Gilles. Les 3 prénoms reviennent toujours dans ces listes. 3 enfants, 3 prénoms, 33 hectares, 30 ans. Elle s'accroche à ces listes. Isabelle et Claire sont sur les balançoires. Gilles les regarde. Il est assis sur le mur, les bras croisés sur la poitrine. Il tend ses jambes nues en imitant la cadence de ses sœurs qui cherchent à se donner de l'élan. Il n'aura pas d'autre enfant. Il sera le dernier. Elle aime le tenir contre elle, le garder. Il est doux, il sent le sucre chaud et le bébé encore. Il rit quand il se réveille, il est joyeux le matin quand ils sont seuls dans la chambre, elle et lui. Les filles s'échappent déjà, elles le sentent. Elles courent, elles sautent, elles sont sérieuses, elles se taisent. Isabelle est entrée à l'école. Le ramassage scolaire passe au bout du chemin, le matin et le soir. La maîtresse dit qu'elle apprend bien. Elle fait ses devoirs sur la table de la cuisine et on n'a pas besoin de surveiller. Claire entrera au cours préparatoire dans un peu plus d'1 an. Elle pense à sa mère et à ses tantes qui disent toujours que ça passe vite, la vie, le temps, les années de jeunesse où on a les enfants petits avec soi dans les maisons. Et elle commence à le comprendre. Elle déglutit dans le silence de la sieste. Elle appuie son menton sur ses mains et s'écoute sur la toile cirée, de part et d'autre de son assiette. Elle déglutit encore. Bientôt 8 années depuis son mariage. Elle compte, dans 6 mois et 17 jours, ils se sont mariés, le 30 décembre 1959. Elle n'aime pas penser à ça. Il ne faut pas. 8 ans de mariage et 4 ans à la ferme ici, loin de tout, au bout du monde. Elle voudrait se lever, sortir, aller ramasser la lessive, faire ce qu'il faut, prendre un peu d'avance avant la grande toilette des enfants. La toilette du samedi, qui est plus longue quand on descend le lendemain chez les grands-parents, chez elle et chez lui. Il faut que les 3 soient impeccables, toujours. Son corps pèse. Elle attend. Nicole a 16 ans, bientôt 17.
Avant elle, pendant plus de 3 ans, il y avait eu Annie, sa première bonne. Annie était si gentille, si vive et joyeuse, gaie du matin au soir. On voyait qu'elle avait l'habitude du travail. Les lessives pour une famille de 5 personnes, sans compter le linge des 2 ouvriers, le ménage d'une grande maison, les poules et les lapins, l'entretien du jardin, arrosé, sarclé, rien ne lui faisait peur. Elle était née dans le pays et n'en était jamais partie. Ses parents tenaient une petite ferme sur les hauts de la commune et son père allait aussi en journée dans la vallée pour joindre les deux bouts. Annie connaissait les gens, les familles, les histoires et en parlait bien, sans malice, mais toujours avec le mot pour rire. Annie avait eu 20 ans, s'était mariée et avait suivi son mari qui ouvrait un garage à Mauriac, à l'autre bout du département. Les femmes suivaient les maris. Nicole suivra le sien. Nicole aura un mari, même si elle est moins jolie qu'Annie, moins pimpante et plus lente, plus lourde. On s'habitue à tout. Elle s'est habituée à Nicole qui manque parfois un peu d'idées, mais travaille très bien. Nicole vient aussi d'une ferme. Elle est l'aînée d'une famille nombreuse et on sent qu'elle a été élevée à la dure. Elle n'a pas été élevée à la dure, elle. Il ne faut pas penser à ça non plus. Elle en a les jambes coupées chaque fois, mais elle ne peut pas s'empêcher de ruminer ses rengaines de petite fille. Même si on n'était pas riche, on ne manquait de rien. Et pendant que le père était prisonnier en Allemagne, sa mère avait mené la barque, toute seule, avec les 4 grands-parents qui ne savaient pas quoi faire pour la gâter. Elle, la petite, la princesse, la reine. À Fridières, elle passait d'une maison à l'autre. Les fermes se touchaient, les parents s'étaient toujours connus. Elle avait eu 4, 6, 7 ans et le père ne revenait pas. On en parlait, on envoyait des colis. Quand elle avait su écrire, elle avait tracé des mots que lui dictaient sa mère et sa grand-mère au bas de la lettre pour le prisonnier. Elle s'était appliquée, mais elle se souvient d'avoir pensé, sans le dire, que ça ne lui plaisait pas d'avoir un papa prisonnier. Les 2 mots n'allaient pas ensemble. Ensuite, il était revenu. Il avait l'air vieux et fatigué. Elle n'avait pas reconnu l'homme qui était sur la photo de mariage et au bout de quelques jours, elle avait demandé à sa mère si le monsieur n'allait pas bientôt repartir. Et l'enfant son menton dans ses mains et ses orteils remuent sous la table dans ses pantoufles bleues. Elle ferme les yeux. Elle dormait avec sa mère. Jusqu'au retour du prisonnier, elle avait dormi avec sa mère dans le grand lit, dans son chaud, collé contre le dos de sa mère, le nez dans les cheveux dénoués de sa mère, emmêlé à elle. Ensuite, après le retour, jamais plus. Jamais. Une boule monte dans sa gorge. Il ne faut pas. Elle voudrait s'empêcher, elle doit garder des forces pour tout faire, sinon ce sera encore le cirque, la corrida. Elle a des mots maintenant, pas beaucoup, 2 ou 3, ça suffit. Depuis toutes ces années, elle a trouvé des mots pour se parler à elle, dans sa peau, de ce qui lui arrive, de ce qui est arrivé dès le début, aussitôt après le mariage. Elle ne dit ces mots à personne. Comment les dire ? Il faut faire semblant devant les gens. Tous les autres sont les gens, même sa mère, son père et ses sœurs. Ses sœurs savent. Elles ont senti, elles ont compris, elles ont vu, une fois, après la naissance de Gilles, où il n'a pas pu se tenir devant elles. Depuis, elles ne sont pas revenues à la ferme, passer quelques jours comme elles le faisaient quand les filles étaient plus petites, mais elle ne sait pas si ses sœurs ont parlé à sa mère de ce qu'elles avaient vu. Sa mère ne lui a rien dit, et elle non plus. Les mots ne lui viennent pas. L'orgueil les bloque. Elle appelle ça l'orgueil, ce qui l'a fait tenir et rester, et qui compte aussi pour sa mère. Elle le sait. Elle connaît sa mère mieux que personne, mieux que ses sœurs et que son père. C'est à cause des années de la guerre, de l'odeur des cheveux de sa mère quand elles étaient dans le chaud du lit, les 2. Elle relève le menton, ouvre les yeux et enfonce ses doigts dans la chair de ses pommettes. Elles allaient aussi au cimetière le dimanche après la messe. Les 2 grands-mères, la maternelle et la paternelle, la mémé et la mamie, les suivaient d'un peu plus loin, restées en arrière.
Sa main gauche était dans la main droite de sa mère. Elle se tenait debout devant la tombe, ça ne durait pas longtemps. Sa mère ne disait rien et serrait seulement sa main un peu plus fort dans la sienne qui devenait moite. Ensuite, c'était fini. Il sortait du cimetière. Plus tard, quand elle était allée à l'école du bourg, elle avait pu lire sur la tombe « André, 1935-1937 ». Il remue un peu sur le banc. Il bouge son bras gauche qui est replié sur ses yeux à cause de la lumière. Il a laissé ses lunettes sur la table, à côté de son couteau fermé, et il dort comme ça, allongé sur le banc étroit, la jambe gauche posée sur la droite, les pieds croisés. Il connaît ses heures. Il va dormir encore 10 minutes. Il sera réveillé et levé d'un coup. Il mettra d'abord ses lunettes, il prendra son couteau et il lui demandera sans la regarder ce qu'elle attend pour ramasser la table. Il ne supporte pas le moindre bruit pendant sa sieste. Elle ne répondra pas. La boucle durcit dans sa gorge. Elle a l'orgueil comme sa mère. C'est une façon d'être, même si ça n'explique pas tout. Sa mère aurait pu empêcher le mariage en insistant beaucoup. Elle ne l'avait pas fait. Son père lui avait parlé une fois, un soir du dernier été qu'elle avait passé chez ses parents en 1959. Il revenait du pré-rond, lui avec la faux, elle avec le râteau. C'était un petit pré en pente, tout biscornu, enfoncé sous des frênes qui arrêtaient le soleil. Le père avait fauché, elle avait ratelé derrière lui le foin qui n'était pas haut et tout clairsemé, mais qu'il fallait quand même déplacer pour qu'il échappe à l'ombre des frênes et sèche mieux. Elle aimait bien travailler avec le père. Il était calme et doux. Après le dernier tournant en haut de la côte, il s'était arrêté. De là, on voyait tout. Fridière d'abord et en face, de l'autre côté du ruisseau, le Raisonné, la ferme de Soulage qui avait fière allure, les 2 bâtiments, les prés, les bêtes et la grosse maison où elle irait habiter après son mariage, dans moins de 6 mois. On avait fixé la date, le 30 décembre. Pierre travaillerait avec son père comme il le faisait déjà avant le service militaire. Il allait rentrer dans 9 semaines, il le confirmait dans sa dernière lettre, fin septembre ou début octobre. Le père s'était tourné vers elle. Il avait dit « C'est une belle ferme, tu seras pas loin à Soulage. Mais j'aime pas ton fiancé. J'aime pas comment il te regarde. » Merci. Parfois, je m'assois dans les églises pour penser à ma mère. Je lui parlerai presque. Je ne crois en rien. Nous sommes seuls et nous ne serons pas secourus. Mais j'aime les églises à languilles dans le creux des après-midi. Je ne parle ni des cathédrales orgueilleuses, ni des basiliques perchées, ni de la Madeleine, ni de Saint-Germain-de-Prés, ni de Saint-Étienne-du-Mont, ni de Saint-Sulpice. Je parle des églises sans qualité. Des églises de semaine, assoupies, à peine frottées de catéchèses par des dames de bonne volonté que chapeaute de loin un prêtre encore jeune, expéditif et souriant. Même dans les villes, même à Paris, à l'heure du goûter, la trépidance ordinaire reflue dans le ventre des modestes églises de quartier. La température y est à peu près constante, la lumière aussi. Le temps s'oublie, on y berce à bas bruit des douleurs irrémédiables. Personne ne demande rien à personne. Le confessionnal est vide, les araignées s'affairent. Ça sent la poussière froide, ça sent gris. C'est assez laid, on ne sera ni dérangé ni bousculé. Je pousse de lourdes portes capitonnées, je surprends des silences,
je hume des ferveurs muettes qui me sont interdites, je me rassemble. La première fois, c'était le 3 octobre 2001, un mercredi, le jour de l'anniversaire de ma mère. Elle n'aurait pas 83 ans. Je ne lui téléphonerai pas vers 12h30, à l'heure qui avait été celle de la fermeture du magasin. Elle ne me dirait pas que c'était génial de l'aider à encaisser une année de plus. Elle ajoutait « Encaisser, je l'ai fait toute ma vie, pourvu que ça continue encore longtemps. » Quelque chose manquait. Quelque chose était perdu. En sortant du bureau sans y avoir réfléchi, je n'avais pas pris le métro à Pasteur. J'avais marché vers le sud dans le crépuscule transparent de la ville stridente. L'air était doux. On appelle ça l'été indien, et cette expression me fait toujours penser à une chanson de Joe Dassin que j'ai su par cœur. Je m'étais retrouvé au carrefour d'Alésia et j'étais entré dans l'église Saint-Pierre de Montrouge, dont je connais le nom parce que j'ai vécu dans ce quartier les 18 années passées avec Karim. Je ne m'étais pas assise. J'avais allumé 4 cierges, un pour mon père, un pour chacun de mes 3 frères et leurs tribus. J'avais glissé un billet de 10 € dans le tronc et j'avais pleuré pour la première fois depuis l'enterrement. En septembre 1985, Karim n'est pas revenu d'Algérie. Il ne m'a pas téléphoné, il ne m'a pas écrit, il ne m'a rien fait savoir, il n'est pas revenu et c'est tout. Le silence a commencé, l'absence a commencé. Son silence, son absence. J'ai tenu et j'ai continué. Et pendant des années, j'ai survécu, juste au ras des gestes et des choses, à peine à la surface, à peine la tête hors de l'eau. Karim avait 5 ans de plus que moi. Il était né en Algérie, avait passé son enfance entre Lyon et Oran au gré de tribulations familiales dont il ne parlait jamais. Il n'avait aucun souvenir de son père, qui était déjà vieux au moment de sa naissance. Je lui supposais, au moins de ce côté, des demi-frères et sœurs, beaucoup plus âgés, mais j'avais compris qu'il valait mieux ne pas lui poser de questions. Il disait qu'il fallait laisser dormir les vieilles douleurs et j'étais d'accord avec lui. Nous étions d'accord sur l'essentiel. Nous ne nous disputions pas, nous nous sommes souvent tus ensemble et j'avais tant de confiance. J'ai bien connu sa mère. Elle venait en France, 1 année sur 2, pendant 3 semaines, au mois de juillet, et l'année suivante, Karim allait passer 1 semaine chez elle à Oran. Il ne disait pas chez elle, il disait auprès d'elle, comme si elle avait été malade. On n'aurait pas su lui donner un âge. Elle aurait pu avoir 45 ans ou 63. Je n'ai jamais demandé, elle aurait pu être ma mère ou ma grand-mère. Elle avait vécu à Lyon et à Grenoble par intermittence, mais parlait en français sommaire et rugueux, peu propice aux confidences. Elle ne me dérangeait pas, même si elle dormait sur le canapé du salon, elle épousait notre rythme et cuisinait merveilleusement. Nous prenions 1 semaine de congé et allions visiter les châteaux. Versailles, Vaux-le-Vicomte, Fontainebleau, Chambord, Assay-le-Rideau, Chenonceau. Nous partions pour la journée avec un pique-nique somptueux et elle aimait rouler. Elle aimait les façades orgueilleuses, les escaliers monumentaux, les boiseries travaillées, les dorures, les chambres princières tendues de soie chamarrée, les fenêtres hautes garnies de volets antérieurs, les paquets au point de Hongrie, et jusqu'au cordon de passementerie Bordeaux qui contenait le flot des visiteurs. Les jardins, les nuées et les forêts d'Île-de-France aussi. Elle disait que c'était trop de verdure. Après cette semaine, je l'ai laissée seule et j'allais passer 1 dizaine de jours chez mes parents. C'était simple, ça s'était arrangé comme ça, sans négociation oiseuse. J'aimais bien sa façon de me prendre au bras en partant en arrivant. Elle sentait bon le citron, l'amande, le froid sec peut-être. Un parfum
d'herbe en tout cas. Elle s'habillait à l'européenne, ne faisait pas ses prières, mais ne buvait pas d'alcool et ne mangeait pas de porc. Karim ne changeait pas ses habitudes devant elle. Aujourd'hui, encore, il m'arrive de me demander si cette femme était vraiment sa mère. Merci. Vendredi 17 août 1934. Elle est partie, sa mère est partie, le train l'a emportée. Il préfère qu'elle ne soit plus là, mais il sent qu'il ne faut pas le dire, ni le laisser paraître, même si on ne cache rien à Hélène. Lui, André, ne peut rien cacher à Hélène, qui voit à travers sa peau, à l'intérieur de ses os, dans les plis mêlés de son cerveau. Elle l'envoie, mais elle ne craint pas, elle ne juge pas, ne fronce pas les sourcils, ne lève pas les tons, ne pince pas la bouche. Elle embrasse, elle prend sur les genoux, elle ne dit pas beaucoup de paroles. Elle prépare un gâteau. On va avec elle au jardin cueillir des fraises tièdes ou des framboises velues. Elle caresse la nuque à la naissance des cheveux. Il ne comprend pas comment Gabriel et Hélène peuvent être sœurs. Et filles du même père et de la même mère, il n'a pas connu les grands-parents. Il les voit sur la commode dans les chambres de Léon et Hélène. Sur la photo, ils sont déjà vus et se tiennent raides dans le gros habit. La grand-mère a un peu de moustache. Ils sont tristes parce qu'ils ont perdu deux fils à la guerre, à la Grande Guerre. Léon le lui a expliqué. Gabriel ne ressemble à personne. Elle est sa mère. Elle vit à Paris. Elle vient 2 fois par an, une semaine à Noël et 3 semaines en août. Quand elle n'est pas là, on parle d'elle en disant Gabi. On ouvre les volets et la fenêtre de sa chambre pour aérer. Et on pense à elle parce que dans cette maison, on a de la place et du temps pour penser à ceux qui sont loin. Il préfère que Gabriel soit loin, mais il s'était. Il l'a embrassé à la gare. Il a senti son parfum de Paris, le parfum des arrivées et des départs, qu'il garde dans le nez et la gorge. Il le respire encore, les mâche, l'avale et le déglutit. À Figeac, l'été, sa mère ne se parfume pas. Elle se lave beaucoup, longuement. Elle dit que la chaleur tue le parfum. André écoute sa mère et ne lui pose pas de questions, jamais. Gabriel porte des robes claires ajustées sur son taille mince qui découvre à peine les mollets, la cheville, les poignets, la nuque et les coups. Elle fuit le soleil, ne se baigne pas, ne se baigne plus. Elle vient d'avoir 47 ans. Il a calculé que c'était une vieille mère, même si elle reste longue et vive dans ses robes de Paris. Quand le museau carré et chaud de la locomotive est apparu au bout du quai, Léon a sauté dans le wagon pour casser les valises de la Parisienne. Léon part comme ça. Il a ces mots à lui qu'André aime bien. Ce sont des mots qui arrangent les choses, font rire ou sourire et consolent le monde. Il préférerait qu'Hélène et Léon soient ses vrais parents et les cousines ses vraies sœurs. Il préférerait, mais il a toujours sur la vérité. Gabriel est sa mère et on ne connaît pas son père. Il en a un, mais personne ne le connaît. Il vit certainement à Paris, mais pas avec sa mère, ou à Lyon, ou à Marseille, loin et dans une grande ville. S'il vivait dans un petit endroit comme Figeac, il ne pourrait pas être son père sans être connu de tous. Pas de père inconnu à Figeac. Depuis quelques jours, sans savoir pourquoi, André se demande si ses pères auraient voulu le connaître lui. André, s'il voudrait le connaître. Il a un père inconnu et il serait donc lui aussi un fils inconnu. Il hésite, il cherche les mots glissent. On revient de la gare à pied, c'est tout près. Il traîne un peu derrière les cousines. Hélène et Léon sont loin devant eux. Le pépé et la mémé ne viennent jamais à la gare. Gabriel
va leur dire au revoir chez eux et il lui répète toujours de faire attention là-haut, à Paris. André ne sait pas à quoi sa mère, qui a l'air si solide, si rapide, si efficace, doit faire attention. Les enfants font attention, les vieux aussi, qui deviennent fragiles et lentes. Mais les adultes n'ont rien à contre, surtout sa mère. Il cherche à comprendre. Les cousines marchent devant lui et il entend leur voix mêlée. Ils sent la chaleur mordante du milieu de l'après-midi sur sa nuque, son dos, ses mollets nus. Il voudrait ne pas ruminer, ne plus ruminer. Encore un mot de Léon pour les pensées qui ne vous lâchent pas. Lâche pas, creuse un trou dans le ventre et serre la poitrine. Il rumine et pour la première fois se demande si ce père inconnu sait qu'il existe lui. André Leotti, 10 ans. Il se plaint là, à 2 pas du portail de la cour, sous la platane. La question le ceci. Il sonne avec ses jambes, ses bras, son ventre, qu'elle est trop grande pour lui. Il se débat. Il pense à la grammaire que les maîtres de l'école leur apprennent. Il aime l'école, le maître de la grammaire et les autres matières. Il est d'accord pour tout. Il aurait voulu suivre aussi les catéchismes avec les enfants de son âge. Mais sa mère n'y tenait pas. Elle a dit, il est baptisé et ça suffit. Hélène et Léon n'ont pas insisté et il croit comprendre que la dame du catéchisme et le curé, qu'il connaît, comme tout le monde à Figeac, ne doit pas être très à l'aise avec les fils des pères inconnus. Inconnu est un adjectif qualificatif. Il en est certain, il peut compter là-dessus, sur la grammaire. À père inconnu, fils inconnu. Ses pères et lui auraient en commun un adjectif de 3 syllabes, dont la première est un préfixe de sens négatif et les 2 suivants en participe passé. Planté devant le portail dans le gros soleil, mordu de soleil, il est sûr de son affaire grammaticale. Donc, un adjectif en commun. Mais lui, André 10 ans, a un avantage sur ses pairs. Lui, André 10 ans, sait que ses pères existent, forcément, ou a existé avant sa naissance, tandis que ses pères ne sait peut-être pas qu'il a ses fils. Un fils, André Leotti, 10 ans. Leotti est le nom de sa mère et le nom de jeune fille d'Hélène. Il aime ces mots, le nom de jeune fille. Sa mère a dû être une jeune fille aussi. Il devine plus ou moins que les femmes sont des jeunes filles avant la naissance des enfants. Mais les femmes qui sont des vieilles mères Sainte-Marie, comme la sienne, ne restent quand même pas des jeunes filles plus longtemps que les autres. On dit jeune fille et enfant de vieux. Ses cousines sont des jeunes filles et lui un enfant de vieux. Il ne voit pas sa mère jeune fille, comme le sont les cousines. Hélène, oui, mais pas sa mère. Il faudrait demander à Hélène, mais il ne le fait pas. Il n'ose pas le faire. Merci. Proszę Państwa, chciałam tylko powiedzieć, że Marie-Anne Lafont po spotkaniu będzie podpisywać książki. Zapraszam serdecznie do księgarni, która znajduje się w Instytucie Kultury Miejskiej, a spotkanie prowadzić będzie Benedykt Mezerytwiński z petitjournal.com w Varsovie. Bonsoir Marie-Hélène Lafont. Bonsoir tout le monde. Alors je pense que mon micro est allumé, oui. Non ? Ah, voilà. Bonsoir Marie-Hélène Lafont. Bonsoir tout le monde. Les mains. Parlons de vos mains et de celles qui donnent aux poules, qui pensent les bêtes, qui tournent les pages des livres et les dévorent du bout des doigts, celles qui tapent, têtues, à la caisse du Franprix, les vôtres, qui malaxent les mots sur l'établi, qui labourent la page. Mais ici, à Gdansk, il est aussi question de mains, de celles des ouvriers du chantier naval et d'un électricien Lech Walesa, ils ont porté le mouvement Solidarność, des mains qui appartiennent à des gens de peu.
mais qui ont réussi à museler l'ours rouge et à le repousser. Ce sont ces mêmes mains qui créent aujourd'hui un pont entre votre pays volcanique et basaltique, au sens lafonien de paysage, si vous permettez ce néologisme, et ce pays métallique qui vous accueille est baltique. Alors bienvenue en Pologne, Marie-Hélène Lafont, et nous allons remonter ensemble vos sources. Alors nous partons maintenant dans les années 90. Vous avez lu Pierre Michon. Et un lundi de Pâques, 1998, vous réalisez que ces mots qui se sont infiltrés en vous sont devenus un torrent, que la source, vous ne pouvez plus la contenir, et elle jaillit et vous débutez un texte qui va devenir le soir du chien. Est-ce que vous accepteriez de revenir sur ce moment, cet instant en fait qui a bouleversé, j'allais dire, votre vie, et sur ce qui s'est passé dans votre corps? Est-ce que vous vous souvenez de ce passage de la prof à l'écrivain? Comment votre corps l'a vécu et comment cela vous nourrit encore aujourd'hui? Merci pour cette question, pour ces lectures, pour votre présence à tous ici. Et c'est très émouvant et singulier pour moi d'entendre dans la voix de ces jeunes gens et passant par leur corps, puisque la lecture à voix haute, ça consiste à faire passer un texte par le corps. Donc d'entendre ces textes qui viennent des 30 années que j'ai passées sur l'établi. Parce qu'en fait, j'ai commencé à écrire en 96, mais le texte qui s'intitule Le soir du chien et qui a été mon premier roman publié, je l'ai en effet, comme vous l'avez dit, je vois que vous êtes très bien renseignés, je l'ai en effet, le texte de mon premier roman, je l'ai commencé, je l'ai mis sur l'établi, j'appelle ça comme ça, je l'ai commencé le lundi de Pâques de l'année 98. Alors je me souviens très très bien du moment où j'ai commencé à écrire en 96, j'avais 34 ans et j'étais déjà professeur depuis 12 ans, puisque j'ai commencé à être professeur un peu avant mon 22e anniversaire. Et en fait, j'ai derrière moi 30 ans de double vie, professeur et écrivain. Et je dis volontiers que les deux pans, les deux territoires, les deux morceaux de cette vie se sont emboîtés l'un dans l'autre parce que dans les deux cas, aussi bien lorsque j'étais professeur que lorsque j'écrivais, j'habitais mon vrai pays, c'est-à-dire la langue. Le pays que j'habite, c'est la langue que j'écris et que je travaille et que je malaxe. Et je vais revenir je vais répondre avec plus de précision à votre question, mais il y a quelque chose qui m'a beaucoup frappé cet après-midi, enfin depuis que je suis arrivée ici, c'est de penser que ce qui nous rassemble là tous et toutes et tous, c'est la langue française, voilà, qui est la seule que j'habite et que que tous, là, ici présents, vous habitez aussi à votre façon, en plus d'une autre ou de plusieurs autres. C'est ça qui est complètement fascinant, je dois dire. Donc, évidemment que l'écriture, c'est une affaire de corps. Et quand je commence à écrire, j'ai toujours voulu écrire. Dès que j'ai su lire et écrire à l'école, à l'âge de 6 ans, 7 ans, quand je suis entrée à l'école, j'ai appris à lire et à écrire. J'ai l'impression que c'était un acte magique, voilà, que le monde s'élargissait
aux dimensions de toutes les histoires possibles et inimaginables dans les livres. Et je me suis dit que moi, je ferais ça plus tard, qu'avec des mots, je ferais des phrases qui seraient dans des histoires et que les histoires seraient dans des livres. Et que les livres, je les lirais à des élèves et que je les écrirais, les deux. Et j'ai fait les deux. Si ce n'est qu'il m'a fallu 27 ans, entre l'âge de 6 ou 7 ans et l'âge de 34 ans, pour oser commencer à écrire. Et vous avez eu raison de citer cet écrivain français, vivant, contemporain, qui s'appelle Pierre Michon. Il y en a deux autres, un autre qui s'appelle Richard Millet et un troisième qui s'appelle Pierre Bergougnoux. C'est parce que j'ai lu ces écrivains-là dans toute l'année 95-96 qu'en 96, je me suis mise à écrire. J'ai osé enfin me mettre à écrire. Parce qu'il faut que je vous dise quelque chose. Quand j'étais étudiante, moi, dans les années 80, à Paris, donc j'étudiais la littérature française, le latin et le grec. Voilà. Et on n'étudiait jamais d'écrivains vivants. Ils étaient tous morts. Et bien morts. Voilà. Et pendant très longtemps, comme j'étais une étudiante très appliquée, qui avait peur de sortir du programme et peur de tout, eh bien, pendant très longtemps, je n'ai pas lu d'écrivains contemporains, d'écrivains vivants, ou très peu. Tardivement, à plus de 30 ans, j'ai commencé à comprendre qu'il existait des écrivains vivants et à les lire. Et j'ai fini par tomber sur ces trois-là, Michon, Millet, Bergougnoux. Et en lisant ces trois-là, c'est produite une sorte de déflagration intérieure. Il y a eu un aiguillage, comme on le dit comme on le dit pour les trains, vous voyez. Il y a eu un aiguillage définitif. J'ai compris que la littérature contemporaine, ça existait, qu'il y avait des œuvres en train de se faire et que le désir d'écriture que j'avais toujours porté en moi, il fallait, d'une manière ou d'une autre, que j'ose l'affronter, sinon j'allais passer à côté de ma vie. Et à 34 ans, on sait déjà, si on ne l'a pas compris avant, qu'une vie, on n'en a qu'une et qu'on ne fera pas de brouillon. Voilà. Donc, il y a eu le choc de la rencontre de ces trois écritures, de ces trois œuvres, vous voyez, de ces écrivains que je ne connaissais pas, mais qui avaient 20 ans ou 25 ans de plus que moi et qui étaient en plein travail de leur œuvre. Et je me suis assise à ma table et j'ai commencé. J'ai d'abord écrit des nouvelles, parce que j'avais peur de ne pas tenir la distance. Vous voyez, quand on est coureur, quand on court, on fait de la course à pied, on ne commence pas par un marathon en principe. On fait 10 000 mètres, et puis un semi, puis ensuite, voilà. Moi, j'ai pensé, j'ai eu moins peur en commençant à écrire une nouvelle, puis deux, assez longues, qu'en me disant, je vais écrire d'emblée un roman. Et ensuite, je n'ai pas trouvé d'éditeur pour mes nouvelles, mais j'ai continué et j'ai osé aborder une forme plus ample, peut-être, voilà. Et j'ai écrit ce qui est devenu ce court roman qui a été publié en 2001, mais que j'ai commencé à écrire donc en avril 98. Voilà. Et à partir du moment où j'ai commencé à écrire à l'automne 96, voilà, je n'ai plus jamais arrêté depuis. On voit le résultat, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de livres. Moi-même, ça m'effare un peu. Voilà. Comment dire, je dis volontiers de l'écriture que c'est l'épicentre de ma vie. Et le mot épicentre, je l'emprunte au vocabulaire de l'éruption volcanique. Et le Cantal, d'où je viens, est le plus grand volcan mort d'Europe. Voilà. Donc, il y a une sorte je dirais qu'il y a une sorte de fatalité géologique
qui préside à l'écriture. Donc dans ce volcan de type explosif, on va dire, qu'on appelait strombolien quand on était petite à l'école. Vous avez des souvenirs plus frais que les miens. Et justement, vous disiez que vous aviez 2 vies. Moi, je dirais que vous avez même le don d'ubiquité parce que vous en vivez plein des vies avec tous vos personnages. Et par ailleurs, vous dites également que dans vos romans, il n'y a pas de personnage secondaire. Chaque personnage compte. Et je peux même dire, d'une certaine manière, je dis volontiers que dans les textes que j'écris, donc dans mes romans, dans mes nouvelles, le premier personnage, si je puis dire, au sens de force vivante et agissante, c'est le pays. J'appelle paysage le corps des pays. Voilà, il y a une présence, enfin en tout cas, je ne peux pas faire autrement que de donner dans mes textes, dans la plupart de mes textes en tout cas, une présence extrêmement forte au paysage. À l'intérieur du paysage, corps de pays, il y a des maisons ou des granges et des étables, pour ceux de mes livres qui se passent dans le monde paysan. On appelle bien les maisons et les granges et les étables des corps de bâtiments. Donc il y a le corps du pays, il y a le corps de bâtiment, les corps de bâtiments, et à l'intérieur, il y a les corps des bêtes et des gens. Voilà. Les arbres sont des corps. Vous voyez, tout fait corps et matière. Voilà. Hein. Donc c'est une sorte de magma de matière que je travaille quand j'écris. Et donc, pour tous les personnages, y compris le personnage le plus infime, comme vous savez, dans les tableaux dans certains tableaux des peintres flamands, chez Bruegel, vous avez ça, vous avez des personnages minuscules au fond à gauche, si vous regardez très près, hein, ils sont, chaque détail s'inscrit d'une manière extrêmement présente. Eh bien, dans l'écriture, je voudrais donner présence, la présence la plus intense possible, à chaque détail. Alors, que ce soit, vous voyez, la lumière verte d'un soir de juin dans une cour de ferme avec 3 enfants sous une balançoire, voilà, hein, sur une balançoire sous l'érable, ou bien l'ouvrier agricole, Félix, dans Les Sources, hein, qui est muet, témoin muet, hein, de ce qui se passe, de ce qui ne tourne pas rond dans cette famille. Hein. Il est témoin muet, mais il faut que sa silhouette soit parfaitement dessinée. Il faut que vous le voyiez. Il faut que vous entendiez les mots que Félix ne dit pas. Il faut que vous entendiez ce que Félix pense, parce que Félix, il en pense des choses quand il voit ce qu'il voit. Hein. Mais il n'a pas voix VOX au chapitre, Félix. Hein, voilà. Donc, si vous voulez, la tentative, hein, d'épuisement du réel, elle passe aussi par ça. Hein, c'est-à-dire par essayer de donner le maximum de présence, hein, à chaque motif au sens pictural du terme. Hein. Et ce qu'on appelle, à mon avis, fort abusivement, les personnages secondaires sont des motifs au sens pictural du terme. Je dis volontiers que Juste Aimé, j'aimerais écrire comme on peint. Donc... Et puis vous avez aussi des personnages qui crèvent la page, comme celui de Gordana, qui au départ était une nouvelle, et puis ensuite qui est devenu, si on peut dire, le cœur du roman Nos vies. Vous parlez beaucoup d'établis. Moi, il y a un passage, celui page 40, je vous ai vu en forgeronne. Vulcain, alors. Ouais. Donc, continuons à filer la métaphore volcanique. Alors, continuons. Parce que, écoutez, sur le passage, il n'a manqué à Gordana qu'une infime étincelle pour être de la race de ceux qui foudroient et apparaissent plus qu'ils ne vont, drapés dans l'évidence de leur corps rayonnant. Je continue plus loin. C'est le prénom rogue de Gordana que je veux
que je peine à démêler sous l'accent carabiné d'une caissière novice, pétrifiée d'affairement vain devant la vitrine close des alcools, chair sise à proximité immédiate de la caisse 4. Moi, là, vraiment, les allitérations, les assonances liées au souffle des fricatives qui se mélangent, là, les S, les feux. Et puis avec les percussions, les heurts des occlusifs, les K, les T, les P, les voyelles graves, comme sa vie, comme ce pied beau qu'elle traîne derrière elle, honteuse. Tout ce matériau plein de rugosité, de gutturalité. Alors, comme je sais que vous écrivez à voix haute, si je puis dire, cette musique-là, vous la créez au fil des relectures. C'est ça, Gordana, elle prend corps à travers cet amoncellement de fricatives, de sons gutturaux. Alors, c'est ce que j'en disais tout à l'heure quand je dis que ça passe par le corps. Donc, la lecture à voix haute, c'est un instrument pour travailler l'écriture. Hein. Donc, vous avez, si vous voulez, évidemment que je ne le pense pas quand je le fais, mais je le fais. Donc, il y a d'abord une première version d'un texte, hein, et ensuite, je vais, en alternance, laisser poser les textes. Première version, je laisse poser. Laisser poser, ça veut dire ne pas y toucher. En général, j'ai plusieurs chantiers d'écriture en même temps. Donc, il y en a un qui pose pendant que je suis enfoncée dans un autre. Voyez ? Une fois que le texte a posé, je reviens à voix haute. Je reviens. Et je le lis, je le relis, je le fais passer donc par le tamis du corps. Il faut que je l'entende, il faut que je le respire, il faut que je le sente, il faut que ça suinte, ça tient pas. Hein. On déplace un adjectif, on l'enlève, on remplace un point-virgule par une virgule, on change un temps verbal, on met un adverbe, on l'enlève. Enfin, voilà. On déplace le point, on le repousse. On ajoute une subordonnée, la phrase devient trop... Comment dire, elle patine, comme on patine dans la neige, voyez, hein, une voiture, hein, voilà, qui n'arriverait pas à sortir, hein, donc on enlève la subordonnée, hein, voilà. C'est de l'empoignade avec le matériau verbal, j'appelle ça comme ça, hein, voilà. Et ça se fait, vous avez infiniment raison, ça se fait à voix haute, ça se fait en respirant la phrase, parce que quand on lit à voix haute, on l'a magnifiquement entendu, et je remercie les jeunes gens qui nous ont fait ce cadeau, hein, quand on lit à voix haute, c'est tout le corps qui s'engage. Hein, voilà. Bon. Donc, ça se passe comme ça, en effet. Hein. Et avant la phrase, voyez, hein, qui est une tentative d'incarnation, la phrase, c'est une tentative d'incarnation. C'est une tentative de mise en forme du chaos du monde. Voilà. Hein. Eh bien, avant la phrase, il y a le chaos du monde. Hein. C'est-à-dire que Gordana, par exemple, vous voyez, hein, je ne l'invente pas. Hein. Moi, j'invente rien. Je réinvente. C'est-à-dire je pars toujours du réel. Hein. Donc, je vais vous donner un exemple très précis, vous voyez, pour Gordana. Donc, Gordana, c'est un personnage de nos vies, hein, qui est le roman d'où est extrait, donc, hein, ce qui nous a été lu tout à l'heure par nos trois jeunes gens de Vienne, hein, et avec, donc... avec Karim et les églises, etc. Hein, voilà. Hein. Eh bien, donc, la narratrice de ce roman, hein, va régulièrement faire ses courses au Franprix. On est à Paris, on est dans le 12e arrondissement. C'est pas du tout un roman du monde paysan ni du monde rural. Hein. Et on a donc une caissière au Franprix qui se prénomme Gordana. Hein. Bon. Alors ça, j'invente pas du tout. Le roman Nos vies, c'est 2017. Gordana, elle a été caissière dans le Franprix, mon quartier, dans le 12e arrondissement, en 2003 et 2004. Pendant 18 mois. J'écrivais déjà en 2003 et 2004. Hein, et je vous donne cet exemple pour que vous voyez bien comment... Enfin, moi, je travaille comme ça. Hein. Donc, pendant 1 an et demi, à peu près, elle est caissière, dans mon Franprix. Dès que je la vois arriver, quand, voilà, hein, elle me fascine complètement parce qu'elle a... Comment dire, elle a des atouts du corps qui me fascinent. Hein, totalement. Il suffit de lire la première page pour savoir lesquels, on n'en dira pas plus. Hein. Bon.
Et donc, cette Gordana, je passe toujours en caisse avec elle. Hein. Alors, elle a donc une allure physique flamboyante, d'une part. D'autre part, elle ne dit rien, ou presque rien. Hein. Elle fait la gueule, en d'autres termes. Hein. Et quand elle parle, très peu, elle a un accent que j'ai jamais réussi à situer. Hein. Un accent léger, mais que j'ai jamais réussi à situer, mais que j'identifie plus ou moins, et de surcroît son prénom m'y aide aussi, et puis son apparence physique que j'identifie comme venant des pays de l'Est, vous voyez, de l'Europe de l'Est. Voilà. Hein. Elle a donc un coefficient d'étrangeté, elle a ce corps flamboyant, elle a cette fermeture, ce silence, elle a que toutes les autres caissières la détestent instinctivement et qu'elle le leur rend bien. Voilà, hein, vous voyez, il y a tout ça. Hein. On n'a pas besoin d'explications. Ça se comprend, ça se voit, ça se sent. Je passe toujours avec elle en caisse pendant 1 an et demi. Même si il y a de la place aux autres caisses. Je ne passe pas avec les autres, je passe avec elle. Pourquoi ? Eh bien, parce que quand je passe en caisse avec Gordana, je sais que je me place sous le robinet textuel. Gordana, elle fait du texte toute seule. C'est un personnage immédiat, vous voyez. Le réel me la sert sur un plateau. Voilà. Hein. Donc, se méfier des écrivains, même quand ils font leurs courses. Hein. Vous voyez, ils sont capables de tout. Hein. Bon, donc, je l'ai, Gordana. Je l'ai dans le... Je l'ai dans la peau, voilà. Et un jour, elle disparaît. C'est idéal. Elle fait encore plus personnage, elle disparaît. Elle n'est plus là. Hein. Et je comprends que les autres sont très contentes. Les autres me disent, elle a quitté Gordana, elle ne reviendra pas. Point. Hein. Bon vent. Voilà. 2003-2004, ça va d'abord faire une nouvelle. Je crois que cette nouvelle, j'ai dû la publier en 2015 ou à peu près, je ne suis plus certaine. Hein. Une nouvelle assez longue qui s'intitule Gordana. Et ensuite un roman qui ne s'intitulera plus Gordana, mais Nos vies. Vous voyez, hein. Donc vous voyez le temps énorme, l'énorme morceau de temps, des années, hein, pendant lesquels... alors moi, je ne prends pas de notes. Et je ne pose jamais de questions. J'aurais pu poser des questions à Gordana. À mon avis, elle ne m'aurait pas répondu, mais j'aurais pu essayer. Hein. J'ai jamais essayé. Je ne force pas le réel, je prends ce qu'il me donne. Vous voyez, hein. Donc, pas de notes, pas de questions, rien. Je rumine, j'y pense, c'est là, ça tourne dans les fichiers mentaux. Hein. Et un jour, sans que je sache pourquoi, hein, ça peut prendre forme. Vous voyez, une nouvelle, un roman, voilà. Hein. Et le roman, donc, encore une fois, c'est 2017. C'est pas toujours aussi long, hein, voyez. Mais je pourrais, là, il se trouve que je le fais pour Nos vies, mais je pourrais, vous voyez, déployer en quelques points précis ce genre de parcours de travail, hein, pour Histoire du Fils et pour les sources. Pour les sources, ça serait encore plus carabiné, hein, voilà. Donc, au commencement est le monde, voilà. Et ensuite, le corps comme un instrument de travail, dans la tentative de mise en forme. Je n'ai pas dit en ordre, hein. En forme. J'ai dit en forme, hein, du monde. Vous ne prenez pas de notes, vous ne faites pas de plan non plus quand Non. vous écrivez. Ce sont vos personnages qui surgissent et qui vous prennent par la main ? Je ne sais pas. Je ne fais pas de plan. Alors, je ne fais jamais de plan avant. Vous avez entendu, j'ai employé le verbe ruminer. Bon, évidemment, hein, quand on vient d'où je viens, sociologiquement, c'est un peu compromettant. Hein, mais je viens vraiment, je dis volontiers que je viens, on ne peut pas le dire autrement, hein, je descends de lignées paysannes, ce que j'appelle les minces dynasties. Hein, et du côté de mon père comme du côté de ma mère, jusqu'à ma génération, tout le monde a toujours été paysan. Et de surcroît, c'est pour ça que je dis que ruminer, c'est compromettant, parce que paysan, éleveur de vaches. Hein, voilà, hein. Et c'est vrai que ce que j'appelle la rumination, si vous voulez, c'est le travail que le réel fait en vous. Voilà. Il y dépose quelque chose, hein, et ce quelque chose macère, hein, et ça va devenir de la matière à écriture. Hein. Bon. Mais il y a quelque chose de très organique et d'aucuns diraient de très inconscient dans ce travail. Vous voyez, hein. Je ne sais pas bien par où ça passe, ni comment ça se passe. Et j'ai tendance à penser que si je savais par où ça passe et comment ça se passe, eh bien, je n'écrirais rien. Voilà. Hein. Le côté très organique et opaque du processus, à mon sens, pour moi en tout cas, fait partie du travail d'écriture. Voilà. Hein. Du travail qui se fait en moi aussi. Hein. Donc, en effet,
j'ai pas de notes, j'ai pas de carnet. Alors simplement, une précision, c'est que, donc, à partir de la publication de mon premier roman, vous voyez, 2001, hein, j'ai un éditeur, hein, en l'occurrence une éditrice, je trouve que c'est une femme. Hein, voilà. Et elle est encore mon éditrice aujourd'hui, ça fait 25 ans qu'elle est mon éditrice. Hein. Très grand nombre d'entre vous n'étaient pas nés quand Pascale Gauthier a commencé à être mon éditrice. Hein, voilà. Bon. Et depuis 2003, le roman que j'ai publié en 2003 qui s'intitule Sur la photo, hein, nous avons procédé comme ça, elle et moi, c'est-à-dire que à peu près, en général, au bout de 6 mois de travail sur un texte, vous voyez, hein, je ne dis pas que je commence à écrire un roman, je dis que j'ouvre un chantier. Voilà, hein. Et quand on ouvre un chantier, on ne sait pas combien de temps ça va durer et on ne sait pas si on ira au bout. Encore aujourd'hui, au bout de 30 ans d'écriture. Hein. Un chantier d'écriture, j'en ai un ouvert en ce moment, je ne peux pas vous dire combien de temps ça va durer, je ne peux pas vous dire si ça fera un roman. Hein, voilà. Donc, ça se passe tout le temps comme ça s'est passé comme ça pour Nos vies, pour Les sources, pour Histoire du fils, pour Hors-champ, etc. Hein. Donc, à peu près au bout de 6 mois, j'envoie à mon éditrice ce que j'appelle un synopsis. C'est en tapuscrit, vous voyez, ça fait une feuille A4 recto verso, c'est court. Hein, et c'est presque une note d'intention. Voilà. Je lui dis, voilà, je suis en train de faire ça, j'ai fait ça, peut-être que ça va devenir ça. Voilà. Et je le lui envoie. C'est une manière de lui dire très exactement ce que je fabrique. Vous savez, cette expression, qu'est-ce que tu fabriques encore? Voilà, ben, c'est ça que je fais. Hein. Ça vous intéresse pas? Alors jusqu'à présent, elle a toujours dit que ça l'intéressait, hein, et qu'elle attendait de voir ce que ça allait donner au bout. Voilà. Hein. Donc, vous voyez, au bout de 6 mois à peu près, je fais ça. Hein, voilà. Mais pas plus et pas moins non plus. Hein, voilà. Et en effet, pas de plan. Il y a une opacité considérable du travail d'écriture pour moi. Bah, je peux vous donner un autre exemple très précis. Pour Hors-champ, le roman là, que j'ai publié en janvier, 2 ans de chantier, début juillet 23 à début juillet 25. Je n'ai su et compris que je le tenais, le texte, que ça allait faire un roman. Je ne l'ai su qu'après plus de 18 mois de travail. Vous voyez, hein, en février 2025, je me suis dit, je le tiens. Voilà. Mais je n'avais pas encore de titre. Tant qu'on n'a pas le titre, c'est un symptôme. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne se met pas en place dans le chantier, vous voyez, hein. Voilà. Je n'avais pas encore le titre, mais je tenais le texte quand même. Voilà, hein. Mais vous voyez, c'est vous dire le degré d'opacité. Alors, ça fait 30 ans que j'écris, et ça n'a pas bougé, ça, hein, depuis le début. Vous voyez, hein. Alors, vous pouvez penser, et c'est tout à fait légitime, que je ne fais guère de progrès. C'est vrai. Hein. Je dis volontiers que je travaille à tâtons. Et je cite toujours les dernières phrases du discours de réception du prix Nobel de littérature de Claude Simon en 1985. Claude Simon, hein, pour ceux d'entre vous qui n'ont pas bien idée, vous taperez, vous savez, et vous verrez Claude Simon, une gueule d'enfer. Hein, un écrivain déjà, comment dire, un corps saisissant, quoi. Voilà. Hein. Et quelqu'un qui a une parole très sûre, on se dit, ce type-là, il sait où il va. Hein. Voilà. Et puis, vous voyez, une trajectoire d'écrivain somptueuse. Enfin, voilà, on a vraiment l'impression, les éditions de minuit. Enfin, voilà, ce type, voilà, bon. Eh bien, la dernière phrase de son discours de réception, hein, du prix Nobel, hein, dit que écrire, c'est avancer à tâtons sur des sables mouvants. Oui, vous dites, donc vous avancez à tâtons, et dans Nos vies, il y a beaucoup aussi de conditionnels, ce qui vous donne une très grande liberté en tant qu'écrivain. Et ce qui est vraiment frappant, hein, dans Nos vies, c'est la façon dont les existences se frôlent et ne se percutent jamais. Alors, si vous étiez un écrivain feel-good, Dieu merci, vous ne l'êtes pas, Horacio, Fortunato et Gordana vivraient une magnifique histoire d'amour à la fin, ou peut-être pas, mais en tout cas, comme oui, disent un feel-good book. Et comme disent les jeunes générations, ils auraient conclu
ce qui n'est pas le cas. C'est vrai, vous avez raison. Et depuis 30 ans, en fait, ce qui, moi, me fascine et ce qui m'a vraiment interrogée en préparant cette interview, c'est que vous écrivez sans bruit, sans accélération, en dehors des modes. Et pourtant, vous avez cette fidélité comme ça à vos territoires intérieurs. Mais en même temps, on sait quelle crise traverse les maisons d'édition aujourd'hui, les libraires. Et on sait que malheureusement, de nombreux écrivains sont obligés aussi parfois de tomber dans la mode pour continuer à exister. Vous, comment vous arrivez à rester droite dans vos bottes comme ça et à... C'est que j'ai une bonne paire de bottes. Bon, alors, elles sont auvergnates, certes, vos bottes. Alors, bon, c'est peut-être une bonne raison, mais vous avez quand même une force de caractère. Est-ce que votre éditeur, quelqu'un vous a déjà essayé de vous mettre une pression quelconque pour changer des fins, créer des événements entre les personnages ? Alors, vous savez, ça ne se fait pas tout seul, ça. Alors, déjà, je dis que j'écris les livres que je peux. Quand bien même je voudrais écrire un roman qui se passerait dans le 6e arrondissement de Paris avec une rédactrice de mode et un attaché parlementaire ou un dentiste, bon, vous voyez, eh ben, j'y arriverai pas. De toute façon, j'y arriverai pas. C'est pas ma matière. Déjà, il y a ça. Il y a ça, premièrement. Deuxièmement, je l'ai dit, j'ai la même éditrice depuis 25 ans. J'ai une maison d'édition. Voilà, une maison. Ça veut dire quelque chose, avoir une maison. Ça veut dire avoir une place. Voyez, hein. Donc une maison à laquelle je fais confiance, qui me fait confiance, avec laquelle il y a tout un parcours, vous voyez. Alors un parcours de confiance et un parcours d'exigence aussi. Voilà. Hein. Vous voyez, mon éditrice, par exemple, la même depuis 25 ans, elle a mon âge, on se vouvoie, hein, et on n'est pas copines. On ne part pas en vacances ensemble. C'est mon éditrice. Vous voyez, il y a une distance. Hein, voilà. Hein. Donc, il y a tout ça. Il y a aussi quelque chose qui va peut-être vous paraître un peu, terre à terre, mais qui est très important. C'est que, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai mené une double vie. Hein. J'ai exercé le métier de professeur très tôt. Au départ, pas du tout par vocation. J'ai appris à aimer ce métier en le faisant. Et je voulais écrire et je savais que si je voulais avoir la totale et entière liberté de mon écriture, il ne fallait pas que mes moyens d'existence en dépendent. Ça, c'était fondamental. Voilà, hein. Et donc, ma liberté d'écriture, elle passait par le fait de préparer des cours, de corriger des copies, d'être d'aplomb devant mes élèves. Hein. Vous voyez, parce que j'avais des élèves de 14 ans qui se fichaient complètement de savoir si j'avais reçu un prix littéraire ou si j'étais allée causer littérature à Gdansk. Hein. C'était pas leur problème. Hein. Il fallait que je sois là et à fond et que les copies soient corrigées et que j'ai pas l'air d'être ramollo derrière mon bureau. Hein. Sinon, ils seraient montés sur la table. Hein. Bon, ce qu'ils n'ont jamais fait, bien évidemment, comme vous pouvez vous en douter. Hein. Bon, donc, vous voyez, hein, voilà. C'est une exigence aussi. Hein. Mais il n'empêche que, j'ai aimé ce métier de professeur. Hein. J'y ai trouvé du sens. Hein, et il m'a donné une entière liberté. Ce qui fait votre liberté, hein, face à un marché éditorial, face à une maison d'édition, hein, c'est d'abord les questions d'argent. Hein. Si vous n'êtes pas corruptible, hein, c'est-à-dire, en d'autres termes, hein, si le fait que l'on vous donne ou pas ce qu'on appelle un avaloir, c'est-à-dire une somme hein, qui fait que vous êtes attiré chez tel et tel éditeur, hein, ce qui fait que vous êtes ou pas sensible hein, à ces sirènes-là, hein, eh bien, ce sont d'abord vos conditions matérielles d'existence. Voilà. Hein. Bon. Et enfin, évidemment que très tôt, hein, moi j'ai commencé à publier, j'avais 39 ans quand j'ai commencé à publier. Je dis volontiers que je n'étais pas une perdrix de l'année. Hein, voyez, hein, donc, quand même, il y a un certain nombre de choses que vous décodez un peu, vous voyez. Donc très vite, j'ai senti que dans le milieu littéraire, la réception de mes livres s'accompagnait d'une forme de condescendance. Voilà. Hein.
encore les paysans. Parce que j'ai écrit beaucoup de livres, pas tous. Nos vies, c'est pas un livre du monde paysan, hein, mais j'ai écrit beaucoup de livres. Et je pense qu'il est probable que j'en écrirai encore, hein, où il est question, en effet, d'un certain monde paysan de surcroît. Hein. Pas les mondes paysans des agro-industriels qui ont 500 hectares de blé dans le bassin parisien. C'est pas cela. Hein. Non. Donc, j'ai senti très tôt qu'il y avait une sorte de, une condescendance amusée dans un premier temps, agacée dans un second. C'est-à-dire que quand même, il faudrait bien qu'elle nous montre si elle est capable d'écrire autre chose. Hein, voilà. J'ai senti, mais ça m'est égal, en fait. Voilà. Parce que j'ai autre chose à faire. J'ai besoin de mon énergie pour tenter, hein, qu'on fait ci dessus, hein, de trouver le juste mot à la juste place dans mon empoignade avec le réel. Voilà. Hein. Ma place, c'est ça. Hein. Et c'est pas de savoir si on pense que je devrais écrire ceci ou cela. Hein. Il y a un livre, cependant, pour achever de vous répondre à cette question, il y a un livre pour lequel j'ai eu une très brève discussion avec mon éditrice à ce sujet. Hein. Et c'est les sources. Quand j'ai ouvert le chantier des sources, qui n'a pas du tout été écrit, ce livre n'a pas du tout été écrit comme les précédents et comme les 2 suivants. Je l'appelle le chantier violent. Donc pas 2 ans, hein, mais 4 mois, en 3 jets, en quelque sorte. Hein. Donc quelque chose de tout à fait particulier, de tout à fait singulier et d'une violence extrême pour moi. Hein. Quand j'ai ouvert ce chantier, là, je me suis dit, puisqu'il allait être question, hein, de violence conjugale en cellule familiale paysanne, hein, et insulaire, complètement isolée. Hein, il allait être question de ça. Hein. On était en 2022. Hein. J'étais au pied du mur avec ce texte. Et la matière de ce texte, je l'ai dans mes fichiers mentaux depuis toujours. Hein, avant même d'avoir commencé à écrire. Donc quand je me suis retrouvée en face de ça, je me suis dit, pour la première fois, tu vas avoir l'air d'écrire dans l'air du temps. Pour racoler. À cause des violences intrafamiliales, mais bien sûr. c'est ça. Ah ben oui, à cause des violences conjugales. Hein. Les violences conjugales, le mot même de féminicide. Hein. C'est un mot, hein, qu'on entend dans le champ médiatique depuis 4 ou 5 ans. On ne l'entendait pas auparavant. Et MeToo, etc. Vous voyez, donc, je me suis dit, tu vas avoir l'air de racoler. C'était horrible. J'ai eu une discussion avec mon éditrice. Jamais je n'avais eu de discussion de ce type-là avec mon éditrice. Jamais je n'avais demandé son avis à mon éditrice. Quand j'ouvre un chantier, je vous l'ai dit, en général, je lui dis au bout de 6 mois ce que je fais. Voilà. Hein. Là, j'ai eu une discussion au téléphone avec elle. Elle m'a dit, faites ce que vous avez à faire. Depuis quand vous vous souciez de l'air du temps? Voilà ce qu'elle m'a dit. Vous voyez, hein. Et c'est la seule fois. Alors c'est vrai que dans les sources, il est question, le texte qui a été lu d'ailleurs tout à l'heure débute sur le corps de la mère qui est usé, qui est ratatiné. Et elle a 30 ans. Et alors bien sûr qu'il est question des violences intrafamiliales, mais vous disiez aussi en interview que ce père, pour le comparer à un autre texte, moi, que j'avais lu à l'adolescence, qui m'avait traumatisée, à Via Mala, par exemple. C'était un texte terrible avec un père, mais vraiment d'une violence terrible. Vous, ce père, il a des moments humains, il protège sa famille, et c'est toute cette subtilité que vous montrez, cette difficulté à dénoncer. Alors, moi, je pense que la littérature, sa place, c'est d'aller dans les zones grises. D'aller dans l'inextricable, dans ce qui n'est pas réductible à une explication, ce qui toujours échappe. Bon. Donc, quand je m'attaque à ce chantier, j'écris d'abord La voix de la mère. J'ai ce texte entre les mains. Hein, le texte de cette femme, qui ne dit pas « je », on l'a bien entendu tout à l'heure. Hein. Je ne sais pas quoi en faire. Il me brûle les mains. Je ne sais pas quoi en faire. Il me brûle les doigts. Vous voyez, c'est trop long pour une nouvelle, trop court pour un roman. Je sais que ce n'est pas fini, mais je ne sais pas où ça va. Et là, comme je suis en état d'urgence sur ce chantier d'écriture, pas du tout dans les mêmes conditions que d'habitude, je le donne à mon éditrice en cours d'écriture. Et c'est elle qui m'a dit, il faut écrire La voix du père. J'aurais peut-être de moi-même tiré cette conclusion. Hein. Je serais peut-être de moi-même allée jusqu'à écrire La voix du père. Mais je ne sais pas.
si je l'aurais pensé, c'est elle qui me l'a dit, et j'ai senti qu'elle avait raison. Je lui ai simplement répondu, je ne suis pas sûre d'en être capable. Alors, il ne s'agissait pas d'excuser le père. Hein. On n'excuse personne. On ne juge pas. On montre. Voilà, on donne à voir et à sentir. Hein. Voilà. Il n'y a pas de surplomb. Il n'y en a pas dans mes précédents livres, il n'y en a pas dans les suivants, il n'y en a pas dans celui-là non plus. Hein. Et on savait, pour le coup, mon éditrice et moi, hein, Pascal Gauthier, hein, que ça pouvait, cette deuxième partie, où on entend la voix du père 7 ans plus tard, où on comprend très bien que ce père violent, hein, et ce mari violent, hein, n'a pas bougé d'un iota, et que les 7 années qui viennent de se passer ne l'ont pas du tout conduit à interroger son regard, hein, sur cette femme qui est la mère de ses enfants. Hein, voyez, hein, eh bien, nous savions, elle et moi, que éventuellement, ça poserait des problèmes de réception. Et on pouvait très bien le comprendre. Hein, et que ça pouvait éloigner, je le sais, hein, certains lecteurs, certaines lectrices peut-être plutôt, hein, de ce livre. Hein. Mais encore une fois, à elle comme à moi, et à elle peut-être d'une manière plus immédiate parce qu'elle avait plus de distance que moi, il nous paraissait fondamental d'aller de ce côté-là aussi. Voilà, le livre, il s'est construit comme ça, vous voyez. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'elle en est la dédicataire. Hein. Pascal Gauthier, c'est le nom de mon éditrice, et c'est la dédicataire du livre. Hein. Ce que j'avais, encore une fois, c'est mon éditrice depuis 25 ans, je ne lui avais jamais dédié un livre. Hein. Jamais. Hein. Et jamais je n'aurais pensé le faire, pour tout vous dire. Hein. Et là, ça m'est apparu comme une évidence. Hein. Marie-Hélène Lafont, c'est avec beaucoup de regret que je vais être obligée de vous poser la dernière question. Le temps est passé à une vitesse folle. En tout cas, j'aurais beaucoup aimé être votre élève au collège. Oh, vous savez que j'étais redoutable, hein. Oh, c'est pas grave. Même pas peur, même pas mal. Ah, bon, si vous le dites, si vous le dites. Alors, vous avez donné vos manuscrits en 2023 à la BNF. Ça, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Ça sent le sapin, hein. Enfin, vous voyez, enfin, je veux dire... ça ressemble, je vous en prie. Je vais vous dire juste une chose, c'est que, donc, la Bibliothèque nationale de France, hein, si vous voulez, en fait, j'ai été... Enfin, un universitaire qui était en contact avec la Bibliothèque nationale de France s'est fait l'intermédiaire, hein, et en effet, mes manuscrits, ils sont déposés. Mais je dis que ça... oui, si vous voulez, c'est pas la plupart des manuscrits qui sont déposés à la Bibliothèque nationale de France sont les manuscrits d'écrivains morts. Hein. Bon, alors c'est pour ça que je dis que c'est un peu... Bon, mais enfin, le temps passe. Hein, donc, et surtout, je voulais mettre de l'ordre. Alors là, pour le coup, pas de la forme, de l'ordre. Je ne voulais pas laisser derrière moi, hein, des manuscrits, tout simplement parce que j'ai été amenée récemment, c'est de mon âge, hein, à vider la maison de mes parents morts. Hein. Mes parents lisaient fort peu de livres, ils n'en écrivaient pas, et leur maison, cependant, était pleine de papier, hein, qu'il a fallu brûler. Et je me suis dit, mais toi, derrière toi, tu vas laisser des monceaux de papier, hein, et on se dira, mais on les brûle, c'est un peu embêtant, peut-être parce qu'elle a quand même écrit quelques livres, on les brûle pas. Mais de l'ordre. Voilà. Et donc, j'ai classé, j'ai fait des cartons. Il y en avait 5. Vous savez, les cartons de bouteilles de champagne, 6 bouteilles, c'est pas des gros cartons. Il y en avait 5. 25 ans d'écriture, ça tient en 5 cartons. Et c'est à la BNF, oui. Ça me flatte, car je suis un petit peu orgueilleuse par moments, ou vaniteuse. Donc, ça me flatte beaucoup, ça m'émeut et ça me flatte que mes manuscrits soient à la BNF. On passe aux questions maintenant, ou il y a encore le moment pour une dernière question? Plus du tout. Bon, ben alors. Impitoyable. Bon. Alors, dans le public, je vais passer mon micro. Voilà. Jakieś pytania od publiczności? Merci à vous. Rebonjour. En fait, moi, j'ai une question, parce qu'il va me manquer quelque chose dans ces rencontres, parce qu'on n'a pas prévu de rencontre avec le traducteur ou la traductrice de vos œuvres en Pologne, hein, n'est-ce pas? C'est pas prévu. On reparlait de votre style, de votre écriture, qui est extrêmement riche, qui est très travaillée. Et on se demandait si vous aviez rencontré votre traductrice et si vous aviez parlé avec elle des difficultés qu'elle avait pu avoir Alors, je n'ai pas rencontré ma traductrice en
polonais, il m'est arrivé de rencontrer ou de recevoir des questions de certains ou certaines de mes traductrices ou traducteurs dans diverses langues. Voilà. Hein. Et alors des questions qui portaient soit sur des expressions très spécifiques, qui laissaient ces traductrices ou traducteurs un peu perplexes, soit sur des questions qui portaient sur par exemple des structures syntaxiques, vous voyez, hein, ou des points de lexique très précis et que je qualifierais éventuellement d'un peu exotiques, hein, des termes vernaculaires par exemple, très liés pour le coup au milieu et même au lieu dans lequel j'ai grandi, avec des mots d'un emploi très précis, voilà. Hein. Et chaque fois que ça m'est arrivé, j'ai répondu très volontiers aux questions. C'était toujours très passionnant pour moi parce que c'était comme si ça me déplaçait, vous voyez, par rapport à mes propres textes. Mais ça ne s'est pas produit pour la langue polonaise. Et chaque fois, je me dis, mais comment c'est possible ? Comment c'est possible comment dire ? Plus exactement, je suis chaque fois pleine d'admiration en me disant qu'il existe des personnes donc qui ont suffisamment d'intimité dans deux langues pour faire ça. Vous voyez, hein, oui, d'intimité. Hein, parce que j'ai dit tout à l'heure, enfin, le pays que j'habite, c'est la langue, vous voyez. Hein. Eh bien, voilà, moi, j'en habite qu'un. Hein. Et d'aucuns en habitent plusieurs, éventuellement deux, là, en l'occurrence, hein, et voyagent. Hein. Moi, voilà, donc je fais confiance. Tak przy okazji chciałabym bardzo podziękować naszej kochanej Magdzie Popowicz, która od 1,5 godziny symultanicznie tłumaczy. Merci. Je voudrais que Pytania? nous remercions mon interlocutrice merveilleuse. Benedykt Mezyrytwiński. Czy jakieś pytania jeszcze Państwo mają może? Ah, il y a une autre question? Alors, rebonjour ou rebonsoir peut-être. J'ai une petite question. Vous avez parlé de l'indépendance matérielle, n'est-ce pas? De l'indépendance économique qui vous a permis d'écrire librement. Je me demande tout simplement quel est le rôle de l'indépendance en général dans votre vie. Je parle de l'indépendance de pensée peut-être, de l'indépendance personnelle. Quel est le rôle? Voilà. C'est plus que de l'indépendance, c'est de l'insularité. Vous voyez, donc faut être lucide. Hein. Si on l'est pas à mon âge, hein. Oui, c'est une jolie question, mais la ferme dans laquelle je suis née, enfin je ne suis pas née, hein, je suis née à Aurillac, mais dans laquelle j'ai grandi, dans laquelle j'ai vécu jusqu'à l'âge de 18 ans, dans laquelle j'ai commencé d'être au monde, c'est une île. Hein, c'est une maison seule, hein, au milieu de prés, de bois, il y a une rivière, il y a des saisons, et quand on commence d'être, on est tout seul là. Hein, mes parents, frères et sœurs et moi, voilà. Et ça vous plante dans le monde pour le pire et le meilleur, hein, d'une façon insulaire. Donc, je crois que dans l'écriture, dans ces 30 années, vous voyez, d'écriture, et ensuite ce quart de siècle de publication, et donc de présence dans ce qu'il faut bien appeler un paysage littéraire. Quand on publie pas tout seul. Hein. On est dans une maison d'édition, on est dans un paysage, on est même dans un milieu littéraire. Voyez ? Bon. Hein, bon. Eh bien, je crois que dans ces 30 années de présence, hein, cette insularité psychique définitive, première, archaïque et incontournable, elle m'a davantage servi que desservi. Je le crois. Mais je peux me tromper. Hein.
Voilà, peut-être qu'au fond, j'eusse été bien inspirée de suivre d'autres chemins. Voilà. Hein. Bon. Mais c'est un peu comme ça que j'entends répondre à votre question. Et l'insularité n'empêche pas la possibilité du lien, bien sûr. De la confiance, je l'ai employé le mot confiance, voilà, hein, du partage et n'empêche pas d'être ensemble. Voilà, hein. Mais je crois que pour l'écriture, pour la création de manière générale, hein, je crois que il vaut mieux pour l'écriture être capable de haute solitude, comme on dit. Je dis haute solitude comme on dit haute montagne. Vous voyez, je crois. Bardzo, bardzo dziękujemy. Niestety zmuszeni jesteśmy zakończyć spotkanie tutaj na scenie, natomiast zapraszamy do księgarni na podpisywanie książek i tam też można porozmawiać chwilę z autorką, a o 20:15 zapraszamy na film Twarze plaży. Bardzo dziękujemy.